On de Latte raconte. Christophe Ondelatte. Voici l'histoire de deux adolescents de 16 et 17 ans qui, en 1911, à Paris, ont été condamnés à la peine de mort. Deux gamins cyniques qui s'appelaient Georges Tissier et Paul Desmarais, qui ont tué pour de l'argent et le plaisir qu'ils pouvaient en tirer. Pour le débrief, je ferai appel à Pierre Piazza, qui publie aux éditions de La Martinière « Meurtre à la une, le quotidien du crime à Paris en 1900 ». J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien, réalisation Boris Pachinski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Un matin de décembre 1910, à 8 heures, Madame Tissier, qui est mère célibataire et qui élève seul son fils, quitte son appartement du boulevard de la Villette. « Mais Georges, mais dépêche-toi donc, en fait tu vas être en retard, et moi aussi. » Georges, c'est donc son fils de 16 ans. Il commence un travail aujourd'hui. Et elle, qui est couturière chez Poiret, rue Saint-Honoré, va travailler comme tous les matins. Ils prennent le métro ensemble et se séparent à la station Barbès. Fin du premier acte. Le soir, vers 8h30, Madame Tissier rentre chez elle et elle n'arrive pas à ouvrir la porte. Alors elle descend voir la concierge. « Figurez-vous qu'il m'arrive une aventure très désagréable. Je viens d'essayer d'ouvrir ma porte, mais je n'ai pas pu introduire la clé dans la serrure, car il y a une autre clé à l'intérieur. Ça doit être mon fils Georges qui a oublié de la retirer en partant. Vous l'avez vu rentrer d'ailleurs, Georges ? » ?»« Ah oui, ce matin vers 9h. Il était avec un de ses amis. Paul Desmarais, je crois. » Paul Desmarais. Il continue de fréquenter ce garnement. Mais où est-il encore allé courir ? Ce misérable fera le désespoir de ma vieillesse. Eh bien, puisque je ne peux pas rentrer chez moi, je vais aller demander l'hospitalité à Madame Labétute, que voulez-vous ? Bonne nuit, Madame Crémer. Le lendemain matin, vers 8h moins le quart, Madame Tissier revient chez elle et comme la veille, elle n'arrive pas à ouvrir la porte. « Georges ! Georges, es-tu là ? Ouvre, je te prie. Si tu es là, ouvre-moi. » Mais manifestement, il n'est pas là. Alors elle redescend voir la concierge. « Je ne comprends pas comment cette fichue porte est fermée de l'intérieur. »« Attendez, je vais appeler mon mari. Il va essayer de l'ouvrir. » Le mari de la concierge monte, il trifouille la serrure et il ouvre la porte. Oh ! Il y a un corps par terre, au beau milieu de la salle à manger. Un corps qui baigne dans son sang, recouvert par des édredons qui le cachent à moitié. Il descend l'escalier en courant, il arrive à la loge, il fait signe à sa femme. Il y a un malheur là-haut. Son fils s'est suicidé. Quand Madame Tissier apprend ça, elle s'évanouit. Georges s'est suicidé. Le mari de la concierge, lui, court prévenir la police. C'est un gardien de la paix qui est envoyé sur place, Monsieur Husson. Il ouvre la porte de l'appartement et il voit le cadavre. Ou plutôt deux pieds qui dépassent des édredons qu'on lui a posés dessus. Il balaye la pièce du regard. Pas de désordre particulier, si ce n'est deux chaises renversées. Et puis il s'approche du cadavre en se disant « Drôle de suicide. Est-ce qu'on se suicide en se couvrant d'un édredon ?» Il soulève l'édredon et il voit tout de suite que ça n'est pas un suicide.
C'est un meurtre. Ça saute aux yeux. Il y a une large blessure sur le côté gauche de la tête, comme un coup de couteau. Alors il rentre dardard au poste de police, prévenir son commissaire, qui vient immédiatement sur place avec le sous-chef de la sûreté. Bien. Enlevez donc entièrement ces édredons qui recouvrent le corps, je vous prie, que je puisse faire mes constatations. Et là, stupeur. Il ne s'agit pas du tout du cadavre d'un adolescent. Le mort n'est pas Georges Tissier, le fils de la maison. Je dirais que c'est un homme d'au moins 50 ans. Et vous avez vu son uniforme? C'est un uniforme de garçon de recette. Un garçon qui est employé par les banques pour aller chez les gens encaisser ce qu'ils doivent. Le cadavre porte encore en bandoulière la sacoche qui contenait l'argent. Vide. Commissaire, regardez l'état de son visage. Deux plaies sanguinolentes. L'une au-dessus du menton, juste à la gauche de la paume d'Adam, et l'autre derrière la tête, à la base du crâne. Il n'y a pas que ça. Les jambes sont attachées, avec une corde tressée à la main et une bande de toile. Et l'homme tient dans sa main gauche sa sacoche ouverte et vide. Donnez-moi ce portefeuille plein de sang, là, près de sa tête. Merci. Que nous ayons au moins le nom de cet homme. Mais dans le portefeuille, il n'y a pas de papier. En revanche, dessus, il est écrit « Société Générale ». Au moins, ce pauvre homme ne sera pas dur à identifier. Il suffit d'appeler la banque. Mais la banque, en vérité, a pris les devants. Ne voyant pas rentrer son garçon de recette, le directeur du personnel se présente au bureau de la Sûreté, quai des Orfèvres. Voilà. Je viens signaler la disparition d'un garçon de recette auxiliaire, Monsieur Jean-Émile André. Hier, il était chargé de procéder à une centaine d'encaissements dans le 19e arrondissement et le soir, il n'est pas rentré. Alors je suis allé chez lui, il habite rue du Retrait. Il n'y était pas. Si on tient compte de la somme qu'il avait sur lui, c'est inquiétant. Et quelle somme avait-il sur lui? Eh bien, hier, il devait encaisser 87 000 francs. Ah oui, c'est une belle somme. Vous dites que ce garçon est auxiliaire? C'est cela même. Il travaille par ailleurs, il vient compléter son revenu en travaillant chez nous, sur ses loisirs, quoi. Et la femme de ce Jean-Émile André, elle aussi est inquiète. Hier soir, il n'était pas là pour dîner. Et ce matin, il n'était pas là non plus. Elle va donc déclarer sa disparition au commissariat du Père-Lachaise. Elle fait 20 pas dans la rue des Pyrénées, pas plus. Et là, elle voit deux hommes qui viennent droit sur elle. Elle comprend tout de suite. Ne dites rien. J'ai compris. Il est mort. C'est ça. On me l'a tué. Dites-moi tout. Je suis forte. Dites-moi au moins qu'on l'a pas coupé en morceaux. Non, madame. Non. Mais il est vrai que monsieur André est mort. Je suis désolé, madame. Pendant ce temps-là, sur les lieux du crime, les policiers fouillent l'appartement. Près du cadavre, sur le plancher, il y a un fer à repasser couvert de lambeaux de chair. Et à côté, un long couteau à cran d'arrêt dont la lame est pleine de sang. Les deux armes du crime, c'est évident. Et là, le commissaire voit un tout petit morceau de papier sur le buffet. Il le prend. Paris, le 26 septembre 1910. Au 30 septembre prochain, veuillez payer à mon ordre la somme de 125 francs, valeur reçue en marchandises, à monsieur Tissier, 75 boulevard de la Villette, signé
P.J. Desmarais, 40 rue Notre-Dame de Nazareth. Le commissaire descend tout de suite voir la concierge. Vous aviez bien dit à Madame Tissier que le matin du crime vers 9 h, vous aviez vu son fils, Georges, rentrer chez lui, avec l'un de ses amis. Oui, c'est ça. Et comment s'appelait cet ami? Paul Desmarais. Et à quelle heure est arrivé le garçon de recette? 10h30. Et que vous a-t-il dit? Il m'a dit qu'il avait rendez-vous avec Georges. Je lui ai indiqué l'appartement au 2e étage au fond de la cour. Le commissaire comprend vite ce qui s'est passé. Ça me paraît clair. Les deux gamins ont fabriqué un faux billet à ordre pour faire venir le garçon de recette chez le jeune Georges. Et ils l'ont tué pour le dépouiller. Voilà donc ce qui s'est passé. Et ça explique que Georges Tissier ne soit pas rentré chez lui depuis. Autrement dit, l'un des deux a fait une sorte de chèque à l'autre, et le garçon de recette est venu l'encaisser. Et ce faisant, il est tombé dans le piège. Le commissaire décide alors d'aller voir si par hasard, le jeune Paul Desmarais, qui a 17 ans, 1 an de plus que son ami Georges, ne serait pas chez lui. Ses parents habitent 40 rue Notre-Dame de Nazareth. C'est la mère qui lui ouvre. Et le commissaire lui raconte la fausse dette, le garçon de recette et le cadavre. Et le jeune Georges qui a disparu lui aussi. Oh ben ça ne m'étonne pas vraiment. Depuis qu'il a rencontré Georges, Paul a pris des habitudes de paresse. Il ne s'intéresse plus qu'à sa façon de s'habiller, à l'élégance de ses vêtements, à ses souliers vernis. Et puis alors il a sans cesse besoin d'argent. Mon Dieu. Vous pensez qu'il a tué ce garçon de recette? Je veux dire, vous le pensez vraiment? Oui, il le pense vraiment. Un autre policier va voir Madame Lapatute, cette amie chez qui Madame Tissier a trouvé refuge quand elle n'est pas arrivée à ouvrir la porte de chez elle. Oh, bah Georges, c'est un paresseux, un débauché. Et ses mœurs, pardon, sont plus que suspects. Depuis quelque temps, il faisait le désespoir de sa mère. Mais de là à ce qu'il commette un meurtre tout de même, j'avoue que je n'y aurais pas pensé. 16 ans, vous vous rendez compte? À votre connaissance, madame, le jeune Georges a-t-il commis d'autres méfaits par le passé? Ah ben oui. Il était entré comme petit commis à la Société française des transports, du Faubourg Saint-Denis, vous savez. Il a disparu un jour avec une somme de 1000 francs. Et à votre connaissance toujours, il a été condamné pour ça? Ah ben oui. Il a fait 6 mois de prison. Mais quand il est sorti, croyez-vous qu'il a changé? Pensez-vous il a continué à vivre sa vie oisive et vicieuse? Sa pauvre mère est souvent venue me dire son chagrin. Quel malheur à cause de cet enfant! Et donc, où sont-ils tous les deux? La sûreté fait envoyer 150 télégrammes à toutes les polices du pays, avec un signalement précis des deux garnements. Louis-Georges Tissier, 16 ans, 1,61 m environ, corpulence frêle, faciès maigre, cheveux bas et imberbe. Et Paul Desmarais, 17 ans, 1,68 m environ, forte corpulence, cheveux châtains, imberbe, figure joufflue, regard sournois, démarche nonchalant. C'est écrit comme ça, hein, sur l'avis de recherche. Et à côté de ça, au cas où les deux n'auraient pas quitté Paris, la Sûreté met en place une surveillance minutieuse sur les grands boulevards et partout où on s'amuse dans la capitale. Maintenant qu'ils ont l'argent,
On peut imaginer qu'ils vont le dépenser et prendre du bon temps. S'ils sont encore à Paris, ils iront dans les endroits appropriés. Soyez vigilants, messieurs. Quelques jours plus tard, vers 1h du matin, 3 inspecteurs de la sûreté sont alertés par l'un de leurs contacts. J'ai ouï dire que 2 jeunes gens très correctement vêtus sablent en ce moment le champagne en compagnie de 2 jolies jeunes femmes dans une taverne de nuit du boulevard des Capucines. Les policiers y vont tout droit. Ils n'y sont plus. Mais ils se font décrire les 2 fêtards, et ce sont eux. D'après le bistrotier, les 2 filles qui étaient avec eux sont des demi-mondaines, bien connues. Ah ben, je sais bien où elles ont leurs habitudes. Un hôtel de la rue Godot de Mauroy, près de la Madeleine. L'hôtel Stavia. Les policiers se placent en surveillance devant l'hôtel pour la nuit. Le lendemain matin, vers 7h, les 2 prostituées sortent ensemble de l'hôtel. Seules. Mesdames, un instant, s'il vous plaît. Nous aurions quelques questions à vous poser au sujet de 2 jeunes garçons avec lesquels vous avez passé la soirée d'hier. Et cette nuit, semble-t-il. Voici une photo de l'un d'entre eux. Il s'appelle Georges Tissier. Vous le reconnaissez? Ah ben pour sûr, je le reconnais. Je viens de le quitter à l'instant. Avant que nous montions les interpeller, que pouvez-vous nous dire sur la journée d'hier, par exemple, que vous avez passée avec eux? Ah ben, qu'ils sont très généreux. Mais ça nous a intrigués d'ailleurs. Ils nous ont promenés en automobile et ils ont donné à chaque fois 50 francs de pourboire au chauffeur. C'est beaucoup. C'est beaucoup en effet. Autre chose que vous pourriez nous dire sur cette journée d'hier? Oui, vers 7h, place de la Trinité, ils ont fait arrêter notre auto pour acheter un journal du soir à un camelot. Et alors? Eh bien, quand ils ont vu la manchette qui annonçait l'assassinat d'un garçon de recette, il y en a un des 2 qui a dit « Ah zut !» Et l'autre a dit à voix basse « Tais-toi, tais-toi !» Alors on leur a demandé, avec mon ami, pourquoi cet article est bouleversé. Ils ont répondu « Voyez-vous, chers amis, nous sommes des fils de famille et ces événements nous troublent toujours. Il y a tant de rôdeurs à Paris qui en veulent à l'existence des gens fortunés. » Voilà ce qu'ils nous ont dit. Et donc, que font les policiers? Ils entrent dans l'hôtel. « Bonjour madame, police. Vous pouvez m'indiquer les chambres où 2 jeunes gens de 16 et 17 ans ont passé la nuit avec ces 2 femmes là dehors? » Ah ben oui. La 32 et la 38 au 3e étage. Ils montent à l'étage, ils ouvrent les 2 chambres et ils les trouvent au pieu, en caleçon. Mettez donc un pantalon, jeune homme. Vous êtes en état d'arrestation. Ah bon? Et pourquoi arrêtez-vous 2 paisibles dormeurs? Eh bien parce que vous êtes un assassin. L'assassin d'un garçon de recette. Et j'ai ordre de vous appréhender et de vous conduire devant le juge Joliot, juge d'instruction. Avant de partir, il fouille les 2 chambres. Il trouve des chemises et des caleçons tout neufs, de beaux mouchoirs, des dentifrices, des parfums valant 14 francs le petit flacon, des crayons rouges pour les lèvres, des limes à polir les ongles, des vaporisateurs dernier genre et des chaussures neuves. Et les 2 garçons sont mis dans 2 automobiles et emmenés au 36 quai des Orfèvres. Assez vite, devant les policiers, ils avouent.
avec un certain cynisme d'ailleurs, comme s'il racontait une partie de plaisir. C'est Georges Tissier qui raconte le premier. Eh bien, il y a environ 3 semaines, on avait besoin d'argent pour nous amuser, quoi, pendant quelques jours. Et ensuite, nous avions dans l'idée d'aller n'importe où en France et de continuer à prendre du plaisir. Et c'est là que Paul et moi, nous avons eu cette idée de voler un garçon de recette. Racontez-moi comment vous avez procédé. Eh bien, Paul a établi une fausse traite de 125 francs qu'il a tirée sur moi et qu'il a présentée à l'encaissement de la Société Générale. Et voilà, c'était une manière d'attirer cet homme chez moi. C'est tout. Racontez-moi le matin du crime, jeune homme. Eh bien, je suis parti de la maison avec ma mère. Normalement, je devais aller travailler. Mais en vérité, je suis allé chercher Paul. Et nous sommes revenus chez moi pour attendre le garçon de recette. Vous aviez une arme sur vous? Oui, oui. Moi, j'avais un couteau ouvert dans ma poche et Desmarais avait un marteau. Poursuivez. Vers 11 heures, nous avons entendu frapper à la porte. Desmarais est allé ouvrir. Il l'a fait entrer et il a fermé la porte. La suite, jeune homme, la suite. Je veux savoir qui de vous deux a fait quoi. Et là, Georges Tissier raconte. Il dit que Paul Desmarais est passé derrière l'homme et qu'il lui a asséné plusieurs coups de marteau sur la tête. Et que pendant ce temps-là, lui l'a frappé à coups de couteau. Et là, il est tombé comme une masse. Pour l'empêcher de crier, Desmarais lui a enfoncé des chiffons dans la bouche. Et puis, il l'a recouvert avec des édredons et après il lui a attaché les jambes avec une corde. Voilà. Et après, jeune homme, enfin, après, eh bien, une fois qu'il ne bougeait plus, on a ouvert la sacoche. C'était un peu décevant. Dedans, il n'y avait qu'à peu près 1 000 francs en pièces d'or et en pièces d'argent. Alors nous avons pris son portefeuille et dedans, il y avait 3 000 francs. Et pourquoi aviez-vous besoin de cet argent? Eh bien, pour prendre du bon temps. Et après, nous avions dans l'idée de partir, moi à Rouen et Desmarais à Biarritz. Il rêvait de visiter Biarritz. Il raconte qu'après, ils sont allés faire un bon repas dans un restaurant de Passy, qu'ils sont allés ensuite au théâtre du Châtelet, et après dans une taverne des Grands Boulevards. C'est là qu'ils ont rencontré les deux filles qui les ont amenées à l'hôtel. Interrogé dans le bureau d'à côté, Paul Desmarais fait un récit absolument identique, avec la même désinvolture. Les deux sont emmenés devant le juge Joliot, qui cherche à vérifier qui a fait quoi. C'est essentiel. Celui qui a donné les coups de couteau est l'assassin. Georges Tissier répète devant le juge que c'est lui. Et Desmarais, bien content de ne pas être le meurtrier, lui colle à peu près tout sur le dos, en ajoutant un détail croustillant. Ah bah quand je lui ai donné les coups de marteau, il m'a pris la main et il m'a mordu l'index, profondément à regarder. D'après l'autopsie, pas de doute, c'est bien le coup de couteau à la nuque qui a tué, pas les coups de marteau. La lame, voyez-vous, a séparé 2 vertèbres et elle a sectionné la moelle épinière. Il n'y a aucun doute que c'est là le coup mortel. Et c'est Tissier qui l'a porté.
Donc les deux garçons ont avoué, et ils ont décrit leurs rôles respectifs. Et étant mineurs, ils se croient à l'abri d'une condamnation à mort. Eh bien, ils ont tort. Car si les jurés lèvent l'excuse de minorité, d'après l'article 67 du Code pénal, à 16 ans, ils risquent la peine de mort. Le 6 octobre ont lieu les obsèques du garçon de recette. Et avant cela, plus de 10 000 personnes défilent chez lui rue du Retrait pour se recueillir devant le cercueil. Dans la foulée, le juge d'instruction ordonne le renvoi des deux garçons devant la cour d'assises pour assassinat. Le procès s'ouvre le lundi 23 janvier 1911 devant les assises de Paris, soit moins d'un mois après le crime. Le président commence par interroger Georges Tissier. Et pourquoi aviez-vous un besoin si pressant d'argent? Eh bien, nous voulions voyager et nous amuser. Puis il se tourne vers Desmarais. Qui a eu l'idée du crime? C'est Tissier. Au début, ça ne me plaisait pas du tout. Mais il est arrivé à me convaincre. Et là se produit un incident. L'avocat général veut absolument montrer aux jurés les photos du cadavre sur la scène de crime. L'avocat de Desmarais bondit. Mais enfin, c'est inutile et malsain. Les accusés ont avoué avoir tué. À quoi bon cette macabre exhibition? Eh bien, pour montrer à messieurs les jurés, maître, la façon d'opérer de vos clients. Finalement, on ne montre pas les photos. Le lendemain, l'avocat général Pessonnier se lance dans son réquisitoire. Les deux accusés qui sont devant vous, messieurs les jurés, sont jeunes. Ils le sont tous maintenant. Mais cette considération doit-elle vous arrêter dans votre œuvre de répression? Non. Peuvent-ils prétendre qu'ils ont reçu une mauvaise éducation? Non. Ils appartiennent l'un et l'autre à des familles honorables qui leur ont donné de bons exemples. Je vous demande, messieurs les jurés, de répondre oui à toutes les questions qui vous seront posées. Et je vous demande aussi le silence sur l'admission de circonstances atténuantes liées à leur jeune âge. Partout, messieurs, on attend avec anxiété votre verdict. Défendons-nous. J'estime que si vous faisiez tomber 100 têtes d'assassins pour sauver une seule victime, c'est vous qui feriez preuve d'humanité. Autrement dit, il demande la mort pour les deux. La tâche des avocats n'est pas facile. Maître Henri Millevoye plaide pour Georges Tissier. À l'âge où les passions commencent à s'éveiller, il n'y a eu personne pour lui montrer le danger de la vie. Sa mère a obligé de travailler. La faute revient au père inconnu et infâme qui, après l'avoir créé, a lâchement et égoïstement disparu. Et ensuite, c'est maître Henri S. qui plaide pour Paul Desmarais. Selon le médecin légiste,
Un seul coup mortel a été constaté sur le corps de l'infortuné garçon de recette. Or ce coup fut l'œuvre de Tissier. Desmarets n'a donc pas tué. Et pour cette raison, il ne doit pas aller à l'échafaud. À 2h30 de l'après-midi, les jurés entrent dans la salle de leur délibération. Après 1 heure de délibéré, le président rend le verdict. À la question « Georges Tissier et Paul Desmarets doivent-ils bénéficier des circonstances atténuantes au regard de leur âge ?» La réponse des jurés est non. En conséquence, la Cour les condamne à être exécutés en place publique. On les a condamnés à mort. 2 garçons de 16 et 17 ans. Ils encaissent le verdict sans dire un seul mot. Pressés par leurs avocats, ils signent immédiatement un pourvoi en cassation. Il est rejeté 1 mois plus tard. Et là, il faut que je vous explique quelque chose. Si les jurés ont aussi facilement condamné 2 adolescents à mort, c'est peut-être parce qu'ils savent que depuis qu'il est président de la République, Armand Fallières gracie systématiquement tous les condamnés à mort. Et c'est ce qu'il fait. Il commue la peine des 2 garçons en peine de travaux forcés à perpétuité. Quelques jours plus tard, ils quittent la prison de la Santé et sont expédiés à la prison de Saint-Martin-de-Ré, sur l'île de Ré. Ils seront embarqués dans le prochain convoi de forçats pour le bagne de Cayenne. Vous avez aimé cette histoire? Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté une affaire criminelle de 1910 à Paris, l'assassinat d'un garçon de recette nommé Jean-Émile André par 2 adolescents de 16 et 17 ans qui s'appelaient Georges Tissier et Paul Desmarets. Tous les 2 ont été condamnés à mort, leur peine ayant été commuée en travaux forcés à perpétuité. Et je débriefe cette histoire avec vous, Pierre Piazza. Vous enseignez la science politique à Cergy-Pontoise et vous publiez aux éditions de La Martinière Meurtre à la une, le quotidien du crime à Paris en 1900. On est d'accord qu'il est plus facile de requérir la peine de mort et de condamner quelqu'un à mort quand on sait que derrière, le président de la République va le gracier. Oui, bien sûr. En fait, la question se pose de la sévérité du jugement à l'époque. Mais bien évidemment, à cette période-là, on sait aussi que ce président-là, quasi systématiquement, en fait, commue la peine de mort aux travaux forcés. Et donc, certainement, ça a joué, bien sûr, sur le verdict que vous avez précisé dans votre narration. Oui, c'est un verdict pour l'exemple, quoi. Sachant qu'il ne sera pas exécuté. Exactement. Après, il y a quelque chose d'assez intéressant, ce que j'essaye de montrer dans cet ouvrage, Meurtre à la une, c'est que toute cette belle narration que vous avez faite de l'histoire, on la connaît grâce à plusieurs sources qui sont déterminantes. Il y a la presse. Moi, je l'ai écrite entièrement sur la presse de l'époque. Alors, il y a la presse. Le Petit Journal, essentiellement, fait un recensement de l'histoire jour après jour dans tous les détails. Tous les détails. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que la presse, à l'époque, la presse à grand tirage, la presse qui devient un produit industriel, on estime
à la Belle Époque, il y a à peu près 10 millions de journaux qui sont publiés chaque jour. Donc, vous voyez, on a beaucoup plus qu'aujourd'hui. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. On a une presse qui rentre dans la sphère intime des personnes, dans les domiciles, elle est distribuée dans les gares, on discute de son contenu, etc. Et donc, c'est intéressant de voir que ce qui transparaît très bien à travers la narration que vous avez faite de cette affaire, c'est que la presse construit médiatiquement le fait divers criminel et le place à sa une. Avec des photos et des dessins. Exactement. C'est un peu la nouveauté de l'époque, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a aussi de nouvelles rotatives qui permettent d'imprimer en couleur, notamment de l'iconographie. Et donc ça marque les esprits. Et bien évidemment, la presse en fait un argument éditorial pour séduire un public extrêmement large. Et puis il y a une deuxième source qui est intéressante, c'est la police scientifique qui se développe à l'époque et qui va aussi, à travers une autre forme d'image, les photographies de scènes de crime, documenter les crimes. Donc on a ces deux sources-là qui permettent d'avoir une idée assez fidèle de ce qu'étaient les affaires à l'époque. Les infos que retranscrivent les journaux, ils les tiennent de leur propre enquête ou de fuite de l'enquête de police? Alors, il y a deux types d'enquêtes de police. Celle que vous avez mentionnée, la sûreté parisienne, qui mène son enquête en interrogeant le voisinage, en interviewant parfois la famille des victimes, qui aussi, bien évidemment, fait appel à des indicateurs, qui procède à des rafles quelquefois, dans des endroits, dans des cabarets un peu sordides, etc. Et qui donne ces infos aux journalistes ou pas? Alors, et qui donne parfois ces infos aux journalistes, mais pas toujours. Quand elle a intérêt à le faire, elle le fait. Et puis on a à côté de ça aussi la police scientifique qui mène un autre type d'enquête qui, elle, essaye de faire parler, d'accéder à la vérité sur les crimes en faisant parler les indices. Les indices infinitésimaux, les traces, etc. C'est ce que fait Alphonse Bertillon, qui va créer le service de l'identité judiciaire parisien, premier service d'identité judiciaire au monde et qui documente aussi les scènes de crime. Et donc, il est allé sur cette scène de crime, bien Bertillon? sûr, on voit les photographies dans l'ouvrage. C'est lui qui prend les photographies, ce qu'on appelle les photographies métriques de ce garçon de recette, Jean-Émile André, une photographie prise d'en haut, où on voit très bien ce que vous avez mentionné, les jambes qui ont été ligotées, les armes qui ont servi à le tuer, couteau, fer à repasser, etc. Et les journalistes, donc, à côté, font leur propre enquête, voilà, réinterrogent tous les témoins, les voisins, les mamans, les papas, exactement. etc. On a aussi ce qu'on appelle les faits diversiers, qui en fait sont des journalistes qui vont sur le terrain, qui interrogent, qui interviewent aussi les personnes, qui essayent de glaner des informations. Et c'est intéressant aussi, qui documentent visuellement les crimes autrement, soit par des dessins, on fait appel à des dessinateurs, soit par la photographie. Et donc on a en effet un traitement iconographique très riche de ces affaires-là à l'époque. Vous nous avez raconté combien la presse s'investissait dans ces enquêtes criminelles et en rendait compte au quotidien. Mais est-ce que tous les journaux, à cette époque-là, tombent dans le bain du crime? On peut dire oui, parce qu'on a la presse qui est la presse parisienne, qui fait état de ces affaires à sa une. Donc on a le Petit Journal que vous avez mentionné, mais aussi tout un tas d'autres journaux. Le Journal aussi. Le Journal, le Petit Parisien, etc. Mais aussi tout un tas d'autres journaux parisiens avec de forts tirages. Et puis ce que j'essaye de montrer dans l'ouvrage Meurtre à la une, c'est aussi quelque chose qui gagne la presse de province. On a, pour chaque affaire dans cet ouvrage, mis une double page de une, et on voit très bien qu'aussi la presse de province se fait l'écho de toutes ces affaires. Donc il n'est pas exagéré de dire qu'à l'époque, le fait divers devient un phénomène national et investit non seulement la sphère domestique, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi la sphère publique à travers des débats qui tournent autour de qu'est-ce qu'on fait avec le crime. Cette affaire, en vérité, il y a un contexte politique. Et il faut qu'on en parle. Dans son réquisitoire, l'avocat général dit « Les deux accusés sont jeunes, ils le sont tous maintenant ». Et ce qu'on entend là-dedans, c'est qu'il y a donc un contexte de délinquance juvénile. Oui, on parle beaucoup à l'époque des fameux Apaches.
et j'évoque d'autres affaires dans cet ouvrage, Meurtre à la Donc Une. sont les où, en blousons effet, noirs de l'époque. Les voilà, Apaches. on a de jeunes garçons qui sont mineurs, ceux que vous avez mentionnés dans cette affaire ont 16 et 17 ans, et qui n'hésitent pas à tuer pour se procurer de l'argent. Et cet argent, dans l'affaire que vous mentionnez, ils l'ont dépensé en 24 heures, 48 heures, pour faire la bombe, selon l'expression, c'est-à-dire faire la fête, s'offrir des cadeaux, s'offrir des prostituées, traverser Paris en voiture, etc. Donc c'est ça qui choque à l'époque, c'est que ce sont des garçons qui, a priori, sont issus de milieux populaires, mais qui ont été bien élevés, et qui, d'un seul coup, décident, juste pour l'argent, de tuer pour faire la fête pendant quelques heures. Et ça, c'est assez déroutant à l'époque. Hein. Et du coup, il y a tout un tas de discussions autour de... Sur le pourquoi. Pourquoi ont-ils fait ça? Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on répond? Alors, il y a plusieurs types d'explications. Alors, certains vont dire que certains jeunes sont dépravés, bestiaux, aimant la violence, etc. Oui, bon. Bon, il y a d'autres types d'explications. C'est est-ce que cela n'est pas nourri par la pauvreté, hein? Quand on vient d'un milieu social assez pauvre, on a des envies, on regarde la société de consommation qui commence alors à se développer, et puis on a des envies de jouissance, et donc cette jouissance, elle passe par l'accaparement d'argent qu'on n'a pas, d'où le meurtre de ce garçon de recette. Il y a d'autres types d'explications aussi. Est-ce que ce serait pas lié à une loi qui est votée, la loi Naquet sur le divorce, qui autorise le divorce? Voilà, qui autorise le divorce et qui diminuerait l'autorité parentale, qui ruinerait l'autorité parentale. D'autres mettent en avant aussi, par exemple, la loi de séparation des églises et de l'État. Est-ce qu'on n'a pas une laïcisation du monde qui fait que les jeunes se détournent des valeurs religieuses, des valeurs morales de la religion, et entrent dans le mauvais chemin? On a toutes ces discussions-là. Et le cas de Tissier est intéressant pour le coup, parce qu'il est donc élevé par sa maman, son papa ne l'a pas reconnu, oui. Il s'est qualeté en courant, et donc il est emblématique de cette nouvelle société un peu dépravée. Oui, et puis c'est aussi l'idée que les parents, étant des travailleurs laborieux, passent leur temps à travailler, ne s'occupent pas de leurs enfants, n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Et il y a une période durant laquelle, alors c'est souvent mis en avant par la presse, une période durant laquelle les enfants, les adolescents en tout cas, peuvent virer vers un mauvais chemin. C'est la période qui va de la sortie de la scolarité jusqu'au service militaire. Hein. Période dans laquelle ils sont inactifs et traînent dans la rue, peuvent se faire, disons, embarquer par des gens qui ont des dessins assez sombres pour eux, d'où les Apaches. Et puis, je voudrais aussi mentionner un autre débat qui est assez intéressant. C'est un débat qui tourne autour du rôle que joue la presse en la matière. Est-ce que justement la presse, en ne mettant pas trop systématiquement à sa une le crime, ne crée pas des vocations ? C'est déjà un débat. Voilà, c'est déjà un débat. Est-ce qu'on parle déjà à l'époque de la presse de sang, hein, c'est-à-dire une presse qui, en décrivant par le menu les moindres détails des crimes, eh bien, pourrait susciter, donner des idées à des enfants un petit peu psychologiquement fragiles. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi mentionné. À un moment, Madame Labatut, qui est donc l'amie de Madame Tissier, dit « Les mœurs de Georges sont plus que suspectes ». Qu'est-ce que c'est que des mœurs suspectes? On a des jeunes qui traînent dans la rue, qui sont inoccupés et qui font de petits larcins. Hein. Et puis vous l'avez mentionné. Non, mais ça, c'est pas les mœurs. Oui, moi, ce que j'entends dans les mœurs, c'est la sexualité. Oui, alors on a souvent, dans le monde des Apaches aussi, des adolescents qui deviennent souteneurs. Qui ont des liens particuliers avec des prostituées. Voilà, qui fréquentent des prostituées ou qui sont eux-mêmes souteneurs. Donc ça, oui, on a ce cas de figure-là. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, qui saute aux yeux, c'est-à-dire que il n'est pas raisonnable, à quelque époque que ce soit, qu'un garçon de recette se promène avec jusqu'à 87 000 francs dans sa sacoche. C'est-à-dire que c'est bien facile d'accuser ces deux adolescents, mais enfin, s'il avait eu au minimum quelqu'un pour le protéger et l'accompagner, il ne se serait pas fait agresser. Alors, on a, oui, ce débat-là aussi. Est-ce qu'il ne faut pas protéger ces garçons de recette qui collectent beaucoup d'argent dans les rues de Paris? Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des cas précédents où, en effet, par exemple, le fameux assassin Pierre-François Lassner s'en était pris à un garçon de recette. On a, en 1897, un autre meurtre de garçon de recette par un Italien, qui est Xavier-Ange Carrara, et qui va l'enterrer dans une champignonnière. Oui, il y a une certaine naïveté quand même à se balader
dans Paris à cette époque avec tant d'argent sur soi. Oui, et puis c'est aussi ce qui choque à l'époque, c'est que justement les garçons de recette sont recrutés parce qu'ils sont honorables, ils ont une bonne moralité, et là on dit qu'ils sont tués par deux gamins qui n'ont pas cette moralité, puisqu'en fait, il faut aussi le préciser, ces deux gamins-là n'ont aucun regret, ne formulent aucune excuse. Et donc, il dit juste qu'on a volé de l'argent pour faire la fête, tout simplement. Mais les gens qui n'ont pas d'empathie pour les victimes, on les appelle des psychopathes. Et évidemment, cette piste n'est pas explorée à l'époque. La psychiatrie n'existe pas. Ce sont des aliénistes. On ne sait pas vraiment comment ça marche. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, c'est un peu flou. À l'époque, la psychiatrie ne pèse rien. Mais voilà deux gamins à qui on prête des motivations politiques, morales, etc. et qui possiblement sont fracassés de l'intérieur. Oui, ça, c'est compliqué de le savoir en analysant le contenu de la presse. Hein, parce qu'on le sujet n'intéresse personne à l'époque. Non, on ne les traite pas de fous hein, à l'époque. On les traite. Je ne dis pas qu'ils sont fous. Non, manifestement, ils ne s'intéressent pas beaucoup au malheur des autres. Ils n'ont aucune empathie, comme vous le dites. Et pas d'excuses, vraiment aucun regret. Et c'est ce qui fait que l'opinion publique aussi demande une répression sévère à l'encontre de ces gamins qui sont sans foi ni loi. Alors, ce qui est à noter, c'est la brièveté de la procédure d'instruction, quand même, c'est absolument hallucinant. Ils sont donc jugés 1 mois plus tard et jugés en 1 jour et demi. Ce qui est déjà beaucoup pour l'époque, 1 jour et demi. D'après ce que j'ai lu, les plaidoiries, le réquisitoire et les plaidoiries ont lieu le lendemain parce que il est un peu tard devant la cour d'assises. 1 mois d'instruction. Oui, on a aussi des débats qui tournent autour de l'efficacité de la justice à l'époque. D'ailleurs, on pourrait commencer par la question de l'efficacité de la police. Est-ce que la police face au crime est efficace à l'époque? Est-ce qu'il y a assez de présence policière dans les rues, etc. Et puis il y a aussi l'efficacité de la justice. Il y a souvent une critique qui est formulée à l'époque, c'est que la justice se transforme finalement en théâtre. Souvent, on vient au tribunal lors du procès pour assister à un spectacle. Et ça, c'est souvent mentionné dans les débats de l'époque. On a l'idée aussi que les criminels profitent de ce moment-là pour se mettre en valeur, pour mettre en valeur leurs exploits. Et donc certains disent, tout simplement, il faudrait faire taire ces criminels et de faire en sorte que les procès ne se transforment pas en véritable théâtre où les dames viennent habillées assister à un spectacle, par exemple. Et elles y viennent. Et elles y viennent, bien sûr. Elles se battent pour être au premier rang. Bien sûr, bien sûr. Comment se fait-il que ces 2 mineurs n'aient pas été jugés par un tribunal pour enfants? Ce qui serait le cas aujourd'hui. Alors, tout simplement, et c'est ce qui fait aussi débat à l'époque, c'est que ces tribunaux ne sont pas encore créés. La justice des mineurs n'est pas encore créée. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que justement, cette affaire-là va être une affaire qui va donner lieu à des débats sur la nécessité de créer justement une justice pour les mineurs. C'est ce qui va être fait juste après, en juillet 1912. C'est presque une conséquence de cette affaire. C'est presque une conséquence de cette affaire. On va créer en effet une justice des mineurs dans laquelle les juges devront prendre en considération la personnalité des mineurs. On institue la notion d'éducabilité. On va aussi créer des maisons d'éducation surveillées et donc on va mettre en place tout un dispositif plus approprié pour ces jeunes. Il faut savoir que ces jeunes-là aussi, dès les années 1830, 1840, eh bien, lorsqu'ils sont condamnés, souvent ils sont envoyés dans des colonies pénitentiaires agricoles. On leur fait travailler la terre, etc., pour les séparer des adultes. Mais on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de jeunes délinquants qui ne sont pas jugés par la justice comme coupables et qui traînent dans les rues, qui ne sont pas envoyés dans ces colonies pénitentiaires où on entend les corriger, où on entend discipliner ces vauriens. Cela dit, pour dire les choses telles qu'elles sont, aujourd'hui encore, à plus de 16 ans, on peut très bien être jugé devant une cour d'assises pour majeur, pour peu que ne soit pas retenue cette fameuse excuse de minorité. Donc sur ce plan-là, on n'a pas beaucoup évolué. Dernière petite question, juste pour rigoler, on trouve donc dans la chambre d'hôtel des crayons rouges pour les lèvres. Vous savez si ça correspond à une manière de s'habiller ou de se préparer pour faire la bombe à l'époque. Alors, je ne sais pas à qui ont servi ces ustensiles. Peut-être aux filles. Peut-être aux filles. Parce qu'il y a aussi des limes à polir les ongles. Voilà, c'est certainement pour les 2 prostituées que les 2 tueurs ont trimballé à travers tout Paris, en fait.
Je rappelle le titre de votre livre qui paraît aux éditions de La Martinière, Meurtre à la une, le quotidien du crime à Paris en 1900, signé donc Pierre Piazza. Merci beaucoup. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.